Salut tout le monde, moi c'est Gabriel et voici ma camarade Louise. Aujourd'hui, on est là pour vous aider à réviser votre BIA, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique. Et plus précisément, on va parler de l'histoire et de la culture de l'aéronautique. Salut à tous. Comme l'a dit Gabriel, on va plonger ensemble dans l'univers de l'aéronautique en discutant à deux. On a préparé pas mal de choses et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une période passionnante de l'histoire de l'aviation, l'entre-deux-guerres. Et plus précisément, nous allons nous intéresser aux grands raids aériens qui ont lieu entre 1919 et 1929. Après la terrible épreuve de la Première Guerre mondiale, l'aviation connaît un tout nouvel élan. Les pilotes de guerre, hier combattants, deviennent des pionniers de la paix. Cette décennie est alors marquée par une véritable course aux exploits. Pensez-y, des vols de longue distance, des traversiers de continents, des records d'endurance. C'était autant de défis, à la fois techniques et humains, qui repoussaient les limites du possible. Ce sont vraiment les années où l'on ne se contente plus de simplement voler. Non, l'ambition est tout autre. On veut aller plus loin, plus haut, plus vite et surtout sans escale. Ces grands raids vont faire naître des légendes. Ils vont permettre de tester les avions jusqu'à leurs extrêmes et d'écrire, en somme, les toutes premières pages de l'aviation moderne. Alors, aujourd'hui, embarquons ensemble. Partons revivre ces missions audacieuses, ces vols historiques et ces moments où le ciel est véritablement devenu un terrain de conquête mondiale. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une période fascinante de l'aéronautique française, juste après la Première Guerre mondiale. On va parler de deux pionniers un peu oubliés, Henri Roget et François Colly, et de leurs exploits incroyables en 1919. Oui, c'est une période charnière où l'aviation, qui était surtout militaire, commence à chercher de nouvelles applications civiles. Alors, pour commencer, qui étaient ces deux hommes, Roget et Colly? Eh bien, ils avaient des profils assez différents. Henri Roget était jeune, né en 1893. Il a commencé dans la cavalerie avant la guerre, puis a été gravement blessé dans l'infanterie. C'est parce qu'il a été déclaré inapte au combat qu'il s'est tourné vers l'aviation en 1917. Donc, un parcours assez classique pour un pilote de cette époque, passé par l'armée de terre. Et François Colly? Lui était plus âgé, un ancien capitaine de la marine marchande né en 1881. Il est aussi passé dans l'aéronautique pendant la guerre. Et le fait le plus marquant, c'est qu'il a perdu son œil droit dans un accident en 1918, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à voler. C'était un personnage décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre. Continuer à piloter en étant borgne, c'est quand même une sacrée preuve de détermination. On voit bien le genre de tempérament qu'il fallait avoir. Alors, quels sont leurs grands exploits de 1919? Le premier, c'est la toute première double traversée de la Méditerranée, le 26 janvier 1919. Ils ont fait un aller-retour France-Algérie sans escale. Ils sont partis d'Istres, près de Marseille pour Alger, et sont revenus en atterrissant en Espagne. Un vol d'environ 1550 km, de nuit et en pleine tempête. Un aller-retour, c'est ça qui est nouveau. Jusque-là, on avait traversé, mais jamais dans les deux sens d'un seul coup. C'était un record de distance à l'époque, et ça prouvait qu'on pouvait créer des liaisons fiables avec l'empire colonial. Exactement. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Le 24 mai de la même année, ils tentent un raid encore plus long. Paris-Maroc. Ils décollent de Villacoublay à 5 h du matin à bord d'un biplan Breguet 14, un bombardier reconverti. Et comment s'est passé ce vol? C'est une distance bien plus importante. Oui, ils ont parcouru 2200 km. Ils ont survolé la France, l'Espagne, le détroit de Gibraltar. Mais l'arrivée a été compliquée. À une trentaine de kilomètres de leur but, Rabat, ils ont dû faire un atterrissage d'urgence. L'avion a capoté, c'est-à-dire qu'il s'est retourné. Ah, donc ça s'est mal terminé? Ou est-ce que l'exploit a quand même été validé? C'est ça qui est intéressant. Malgré l'accident à l'atterrissage, où Colly n'a eu que des contusions légères, le raid a été considéré comme une réussite totale. Pourquoi? Parce qu'ils avaient battu le record du monde de distance en vol. Ils avaient prouvé que c'était techniquement possible de relier Paris à l'Afrique du Nord sans escale. Le but n'était pas tant d'arriver parfaitement que de prouver que la distance pouvait être couverte. C'est une mentalité de pionnier. Et après ces succès, que sont-ils devenus? Leurs destins ont été très différents. Henri Roget a continué les vols de propagande en Europe, mais sa santé s'est vite dégradée, probablement à cause des vols à haute altitude sans équipement moderne. Il a dû arrêter de voler, et il est mort de maladie en 1921, à seulement 28 ans. Très jeune. Et Colly, qui semblait indestructible? François Colly, lui, est devenu encore plus célèbre. En 1927, il s'est associé à Charles Nungesser pour tenter la première traversée de l'Atlantique Nord,
de Paris à New York, à bord de l'Oiseau Blanc. C'est ce fameux vol où ils ont décollé le 8 mai et ont disparu à jamais. Donc, l'un est mort jeune de maladie, l'autre a disparu dans l'un des plus grands mystères de l'aviation. En conclusion, on peut dire que leur vol de 1919, bien que moins connu que la tentative de l'Atlantique, ont vraiment jeté les bases des futures lignes aériennes intercontinentales. Absolument. Ils ont été les premiers à démontrer qu'un avion pouvait parcourir plus de 2000 km d'une traite. Ils ont ouvert la voie, transformant l'avion d'une machine de guerre en un potentiel outil de liaison entre les peuples. C'est ça, leur véritable héritage. Une histoire de courage, de technologie et de vision. Merci pour ces éclaircissements sur ces deux figures de l'aviation. Ok, aujourd'hui on se penche sur une histoire d'aviation souvent méconnue. La toute première traversée de l'Atlantique sans escale. Et non, on ne parle pas de Charles Lindbergh. Exactement. On parle des Britanniques John Alcock et Arthur Brown, qui ont réalisé cet exploit en juin 1919, soit 8 ans avant Lindbergh. C'est une véritable épopée qui se déroule juste après la Première Guerre mondiale. Le contexte est clé pour comprendre l'enjeu. L'aviation est en plein essor, et le journal Daily Mail a offert un prix de 10 000 livres, une somme colossale pour l'époque, au premier qui y parviendrait. Il y a bien eu une traversée américaine juste avant, celle de l'hydravion NC-4, mais elle s'est faite avec de multiples escales sur presque 20 jours. Voilà, toute la différence est là. Alcock et Brown visaient le vol direct, d'une seule traite. Pour ça, il leur fallait un équipage et un avion exceptionnel. Alcock était le pilote, un ancien de la Royal Air Force, et Brown le navigateur, un ingénieur expert en navigation de haute précision. Tous deux étaient des vétérans aguerris. Et leur machine, c'était un ancien bombardier de la fin de la guerre, un Vickers Vimy. Un biplan bimoteur qu'ils ont lourdement modifié. Fini l'équipement militaire, ils ont tout retiré pour installer d'énormes réservoirs de carburant, près de 4000 litres. Ce qui rendait le décollage extrêmement périlleux. Ils ont même dû aménager eux-mêmes une piste de fortune à Terre-Neuve, au Canada. L'avion était si lourd qu'il a à peine réussi à s'arracher du sol, frôlant les arbres au bout de la piste sous les yeux des spectateurs. Le vol lui-même, qui a duré un peu moins de 16 heures, a été une succession d'épreuves. Très vite, leur radio tombe en panne. Ils se retrouvent donc complètement coupés du monde, en plein milieu de l'océan. Et les conditions météorologiques étaient terribles. Ils ont volé dans un brouillard épais pendant des heures, puis ont affronté une tempête de neige et de grêle. À un moment, l'avion décroche et plonge vers la mer. Alcock ne le redresse qu'à quelques mètres des vagues. Ils ont même raconté avoir senti les embruns sur leur visage. C'est une image saisissante. Il y a aussi eu le problème du givre. Les prises d'air des moteurs commençaient à geler, ce qui menaçait de les faire caler. Arthur Brown a dû sortir du cockpit ouvert, en plein vol, pour enlever la glace à la main. C'est un acte d'un courage absolument fou. Absolument. Ils ont navigué comme ils pouvaient, à l'aide des étoiles quand le ciel se dégageait, et après plus de 15 heures de lutte, ils ont enfin aperçu la côte irlandaise. L'exploit était quasiment accompli. L'atterrissage, par contre, a été un peu moins glorieux. Ils ont confondu une tourbière avec un champ verdoyant, et l'avion s'est tout simplement planté le nez dans la boue. Mais l'important, c'est qu'ils étaient arrivés, et qu'ils étaient indemnes. Oui, le record était validé. Ils ont été immédiatement accueillis en héros, ont reçu le prix du Daily Mail des mains de Winston Churchill et ont été anoblis par le roi George V. Ils sont aussi devenus, au passage, les premiers à effectuer un vol postal transatlantique, car ils transportaient quelques lettres. Alors, pour finir, pourquoi est-ce que Lindbergh est si célèbre ? La recherche qu'on a faite explique que son vol solo en 1927, entre deux capitales majeures, New York et Paris, a bien plus marqué les esprits. C'était une liaison plus longue et symboliquement plus forte. C'est exactement ça. L'exploit de Lindbergh a éclipsé celui de ses prédécesseurs dans la mémoire collective, mais il faut retenir qu'Alcock et Brown ont été les tout premiers. Ils ont prouvé que c'était techniquement possible, et ont ouvert la voie. Malheureusement, le destin d'Alcock a été tragique. Il est décédé dans un accident d'avion 6 mois plus tard. En résumé, la traversée d'Alcock et Brown en 1919 est un jalon fondamental de l'histoire de l'aéronautique. C'est une histoire de courage, d'ingéniosité face à des conditions extrêmes et de pure détermination. C'est l'acte fondateur des liaisons transatlantiques modernes. Même si leurs noms sont moins connus aujourd'hui, ce sont bien eux qui ont transformé pour la première fois l'océan en ce qui allait devenir une autoroute des airs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un exploit aéronautique qui a eu lieu il y a plus d'un siècle. On est en 1921 et on va s'intéresser à une pionnière de l'aviation française, Adrienne Bolland. Ah, Adrienne Bolland! Une figure incroyable, mais peut-être moins connue du grand public que d'autres aviateurs de cette époque. Et pourtant, ce qu'elle a accompli en 1921 est tout simplement monumental. Absolument.
Le 1er avril 1921, elle devient la première femme à traverser la cordillère des Andes en avion. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. L'aviation est encore balbutiante. Les avions sont fragiles, et les instruments de navigation, très limités. C'est ça. On ne parle pas d'un avion de ligne pressurisé et chauffé. Elle pilotait un Caudron G3. Pour que vous vous représentiez bien, c'est un petit biplan, une structure en bois recouverte de toile, avec un cockpit ouvert aux 4 vents. Vraiment très rudimentaire. Exactement. Et la cordillère des Andes, ce n'est pas une petite chaîne de montagnes. Certains sommets dépassent les 6000 mètres. Elle a dû voler à plus de 4000 mètres d'altitude pour franchir les cols. Ce qui est fou, c'est qu'à cette altitude, l'oxygène se raréfie, et le froid est extrême. Elle n'avait pas de masque à oxygène, pas de cabine chauffée. Elle a raconté avoir souffert du froid, au point d'avoir les lèvres et les mains ensanglantées à cause des engelures. C'est un défi physique autant que technique. En plus, son mécanicien, qui avait étudié le trajet, lui avait dit que c'était tout simplement impossible avec cet avion. Le Caudron G3 n'était pas assez puissant, pas conçu pour voler à de telles altitudes. Il a même refusé de vérifier l'avion avant le départ, tellement il était convaincu qu'elle partait vers une mort certaine. C'est dire le courage et la détermination qu'il lui a fallu. Elle est partie de Mendoza, en Argentine, pour rejoindre Santiago, au Chili. Un vol qui a duré un peu plus de 4 heures, mais 4 heures dans des conditions dantesques, a cherché son chemin entre les pics montagneux, sans carte précise. Il y a même une anecdote assez célèbre autour de ce vol. La veille, une femme lui aurait donné un conseil mystérieux, lui indiquant une vallée en forme de U entre 2 sommets qui lui permettrait de trouver un passage. Adrienne Bolland a suivi cette intuition, ou ce conseil, et c'est ce qui lui aurait permis de trouver la bonne route à travers les montagnes. Oui, une histoire qui ajoute une touche de légende à un exploit déjà extraordinaire. Quoi qu'il en soit, elle a réussi là où beaucoup d'hommes, bien plus expérimentés, auraient hésité. Son atterrissage à Santiago a été un triomphe. En résumé, l'exploit d'Adrienne Bolland en 1921, ce n'est pas juste une performance sportive. C'est un symbole fort. Elle a repoussé les limites de ce qu'on pensait possible, à la fois pour l'aviation et pour les femmes. Tout à fait. C'est un moment clé qui a montré que l'audace et la compétence n'ont pas de genre. Une véritable leçon de courage qui a marqué l'histoire de l'aéronautique. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un exploit historique qui a vraiment marqué un tournant pour l'aviation. Il s'agit du premier ravitaillement en vol réussi, qui date de 1923. 1923, c'est fascinant. On est vraiment au balbutiement de l'aviation telle qu'on la connaît. C'était un défi technologique énorme pour l'époque. Qui sont les pionniers derrière cette première ? Les pilotes étaient Lowell H. Smith et John P. Richter, de l'US Army Air Service. L'opération a eu lieu le 27 juin. Ils ont utilisé 2 avions, des biplans Airco DH-4B, qui avaient été spécialement modifiés. L'idée c'était de faire passer un tuyau souple d'un avion à l'autre pour transférer le carburant. J'imagine la complexité et le danger de la manœuvre. 2 avions volant en formation si proche, avec un tuyau entre les deux. Comment s'est déroulé ce premier vol test ? Eh bien, il a duré plus de 6 heures, et ils ont réussi à transférer près de 284 litres de carburant. Le vol a dû être écourté à cause d'un problème de moteur sur l'un des appareils, mais l'essentiel était là. La preuve que le ravitaillement en vol était possible. Donc, même avec cet incident technique, la mission était un succès sur le plan conceptuel. Ils ont démontré la faisabilité de la chose, ce qui était l'objectif principal. Un véritable exploit en effet. Absolument. Et ça a porté ses fruits très rapidement. À peine 2 mois plus tard, une tentative similaire a permis de battre le record du monde d'endurance, avec un vol couvrant plus de 5300 km sans atterrir. C'est là qu'on mesure l'impact direct. Ce n'était pas juste une démonstration technique. Ça a immédiatement débloqué de nouvelles capacités et repoussé les limites de ce qu'on pensait possible pour un aéronef. Exactement. Et les conséquences vont bien au-delà du simple record. Cette innovation a complètement révolutionné à la fois les stratégies militaires, en permettant une projection de forces aériennes à longue distance, et les vols commerciaux, en ouvrant la voie aux liaisons long courrier. En somme, ce premier ravitaillement réussi en 1923 n'est pas une simple anecdote. C'est vraiment l'événement fondateur qui a permis à l'aviation de s'affranchir de la contrainte du ravitaillement au sol et de se développer dans les directions que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on se penche sur un des grands mystères de l'histoire de l'aéronautique, la disparition de Charles Nungesser et François Colly en mai 1927. Oui, une histoire incroyable. Ils ont tenté de relier Paris à New York sans escale, juste quelques jours avant l'exploit de Charles Lindbergh. Leur avion, l'Oiseau Blanc, s'est tout simplement volatilisé. Exactement. Pour comprendre l'enjeu, il faut se souvenir du prix Orteig. C'était une somme considérable de 25 000 $ promise aux premiers qui réussiraient ce vol. Nungesser et Colly, 2 héros français de la Première Guerre,
étaient déterminés à le remporter pour la France. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié. Leur avion, l'Oiseau Blanc, était un biplan levasseur place. 8. Une machine spécialement modifiée pour ce défi. Il était conçu pour être le plus léger possible après le décollage. C'est ça. L'avion était si lourd au départ, avec plus de 4000 litres de carburant, qu'ils ont conçu un train d'atterrissage qui pouvait être largué une fois en vol. L'idée était de réduire la traînée et d'économiser du poids. Pour l'arrivée, ils prévoyaient d'amerrir, le fuselage ayant la forme d'une coque de bateau. Une ingénierie vraiment audacieuse pour l'époque. Ils ont décollé du Bourget le 8 mai 1927 au petit matin. On a des témoignages qui décrivent une foule émue, regardant l'avion s'élever péniblement avant de mettre le cap vers l'ouest. Leur plan de vol les a fait traverser la Manche, puis l'Angleterre. La dernière fois qu'on les a vus de manière confirmée, c'était au-dessus de la côte irlandaise. Après ça, plus rien. Le silence total, notamment parce qu'ils n'avaient pas de radio à bord. C'est là que le mystère commence. À New York, des milliers de personnes attendaient leur arrivée. En France, un journal a même annoncé prématurément leur succès avant de devoir se rétracter. L'attente s'est transformée en inquiétude, puis en de vastes opérations de recherche qui n'ont rien donné. Et pendant ce temps, Lindbergh se préparait. Il a décollé de New York le 20 mai et a réussi la traversée, atterrissant triomphalement au Bourget. Son succès a, d'une certaine manière, éclipsé la tentative de Nungesser et Colley. C'est vrai, mais la question demeure. Que leur est-il arrivé ? La théorie la plus simple est qu'ils se sont abîmés en mer dans l'Atlantique Nord. Une tempête, une panne mécanique. Sans radio, ils étaient perdus. Pourtant, d'autres théories plus intrigantes existent. Des témoignages de l'époque, bien que non vérifiés, font état d'un bruit d'avion entendu au-dessus de Terre-Neuve ou de l'État du Maine, aux États-Unis. Certains pensent donc qu'ils auraient pu atteindre le continent américain avant de s'écraser. Ce qui, si c'était vrai, ferait d'eux les premiers à avoir traversé l'Atlantique, même s'ils n'ont pas survécu pour le raconter. Le mystère reste entier et continue de fasciner. Des recherches se poursuivent encore aujourd'hui pour tenter de retrouver une trace de l'Oiseau Blanc. En conclusion, même si Lindbergh a remporté le prix et la gloire, la tentative de Nungesser et Colley reste un acte de bravoure exceptionnel. Ils ont repoussé les limites de ce qui était considéré comme possible. Absolument. Leur histoire est une légende de l'aviation, un mélange de courage, d'innovation technique et de mystère tragique. Ils sont partis en pionniers et sont entrés dans l'histoire comme les fantômes de l'Atlantique. Alors, aujourd'hui, on se plonge dans un exploit aéronautique qui a marqué l'histoire. La traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh en 1927. Pour bien comprendre, il faut se replacer dans le contexte des années folles, les Roaring Twenties. L'aviation est en plein essor, et un prix, le prix Orteig, promet 25 000 $ au premier qui reliera New York à Paris sans escale. Et c'était un défi immense pour l'époque. Plusieurs pilotes avaient déjà tenté l'aventure, et beaucoup y avaient laissé la vie. C'était une véritable course contre la mort. Exactement. Et c'est là qu'intervient Charles Lindbergh, un jeune pilote de 25 ans qui travaillait pour la poste aérienne américaine, donc assez peu connu. Il a une idée assez radicale pour maximiser ses chances, partir seul. Seul ? Sans copilote ni navigateur ? C'était pour une question de poids, j'imagine. Précisément. Chaque kilo comptait. Il a fait construire un avion sur mesure, le fameux Spirit of St. Louis. Et pour alléger, eh bien tout le superflu a été retiré. Pas de radio, pas de parachute. L'avion était essentiellement un monoplan avec un énorme réservoir de carburant à la place du pare-brise. Attends, à la place du pare-brise ? Comment voyait-il devant lui ? Eh bien, il ne voyait pas, ou très peu. Il utilisait un petit périscope et naviguait surtout grâce aux hublots latéraux, à l'aide d'un compas et d'un sextant. Il a embarqué environ 1700 litres de carburant, ce qui lui donnait une autonomie théorique de plus de 6000 km. C'est une préparation qui montre à quel point le vol était périlleux. Tout reposait sur lui et sur la fiabilité de son unique moteur. Le départ a lieu le 20 mai 1927 depuis New York. Le vol va durer 33 heures et 30 minutes. Pendant ce temps, Lindbergh doit lutter contre le brouillard, le givre qui se forme sur les ailes, et, surtout, un épuisement extrême. Il ne s'est pas accordé le moindre instant de sommeil. 33 heures de concentration intense, seul au-dessus de l'océan. C'est presque surhumain. Et son arrivée au Bourget à Paris a été un événement mondial. Oui, plus de 150 000 personnes l'attendaient sur le tarmac. Il est devenu une légende instantanée, surnommé « l'aigle solitaire ». L'impact a été immédiat. Il a reçu la Légion d'honneur en France, la médaille d'honneur aux États-Unis, et sa traversée a provoqué un boom de l'aviation civile. Oui,
Et les recherches qu'on a faites sur le sujet confirment que le nombre de passagers aériens a doublé aux États-Unis dans l'année qui a suivi. Son exploit a prouvé que le transport aérien long courrier était possible et, surtout, qu'il avait un avenir économique. Tout à fait. Et cet héritage est toujours d'actualité. On voit d'ailleurs que des articles récents, et même une nouvelle biographie publiée pour l'anniversaire du vol, continuent d'analyser son impact. Il a inspiré toute une génération de pilotes comme Mermoz ou Amelia Earhart. Même si on note que son héritage est complexe, notamment à cause de ses positions politiques plus tardives, son vol de 1927 reste un tournant indiscutable pour l'aviation moderne. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est l'audace d'un homme qui a misé sur une stratégie risquée, la légèreté et le vol en solitaire, pour réussir là où d'autres avaient échoué. C'était un pari technique et humain. Un pari qui a non seulement fonctionné mais qui a aussi durablement changé notre perception du monde en rapprochant symboliquement les continents. Un véritable jalon de l'histoire du XXe siècle. Alors, aujourd'hui on s'intéresse à un exploit aéronautique français un peu moins connu que celui de Lindbergh, mais qui est tout aussi incroyable. On va parler de la traversée de l'Atlantique par Dieudonné Coste et Joseph Lebrix en 1927. Exactement. Tout le monde connaît la traversée New York-Paris de Lindbergh en mai 1927. Mais quelques mois plus tard, en octobre, ces deux aviateurs français ont relevé un défi similaire, mais par le sud. C'est ça. D'après les recherches, ils décollent le 14 octobre 1927 de Saint-Louis, au Sénégal, et atterrissent le lendemain matin à Natal, au Brésil. Une traversée de l'Atlantique Sud sans escale. Et ils ont fait ça à bord d'un avion bien particulier, un Breguet 19 GR, pour Grand Raid, qu'ils avaient baptisé le Nungesser Ecoli. Le vol a duré un peu plus de 20 heures pour environ 3300 km. Ce nom, Nungesser Ecoli, n'est pas anodin, n'est-ce pas? C'est un hommage direct. Oui, tout à fait. C'est en l'honneur des deux aviateurs français, Charles Nungesser et François Colly, qui ont disparu en mer en mai de la même année, en tentant de faire la traversée dans l'autre sens, de Paris à New York. C'était une manière de leur rendre hommage et, symboliquement, de réussir là où ils avaient échoué. Et leur avion, ce Breguet, était une sacrée machine. Il était équipé d'un moteur Hispano-Suiza de 600 chevaux, mais il était surtout très lourdement chargé pour ce genre de distance. Oui, les sources mentionnent 2800 litres d'essence et même plusieurs centaines de kilos de courrier. C'était non seulement un exploit, mais aussi une démonstration du potentiel du transport aérien. Ce qui est fascinant, c'est que cette traversée de l'Atlantique n'était en fait que le début de leur aventure. Après le Brésil, ils ne sont pas rentrés en France. Non, ils ont enchaîné sur un tour du monde. Ils étaient partis du Bourget le 10 octobre 1927 et n'y sont revenus que le 14 avril 1928, soit 6 mois plus tard. Un périple mondial qui a couvert près de 57 000 km en un peu plus de 340 heures de vol. À leur retour au Bourget, on imagine l'accueil. Un accueil triomphal. Ils ont été escortés par une flottille d'avions civils et militaires. Ils étaient devenus des héros nationaux, à l'image de Lindbergh aux États-Unis. Et pour conclure, un détail qui plaira aux passionnés. Cet avion historique, le Breguet 19 Nungesser Colly, n'a pas disparu. Il est conservé et exposé au musée de l'air et de l'espace du Bourget. C'est une belle façon de préserver la mémoire de cet exploit. En résumé, Coste et Lebrix ont non seulement réalisé la première traversée aérienne sans escale de l'Atlantique Sud, mais ils ont aussi bouclé un tour du monde qui a marqué l'histoire de l'aviation française. Entre 1919 et 1929, l'aviation est sortie des champs de bataille pour conquérir le monde. Des pilotes audacieux ont franchi des distances jamais imaginées, survolé des continents, défié les éléments, et souvent au péril de leur vie. Ces grands raids ont été bien plus que de simples exploits. Ils ont permis de tester les limites des avions, de faire avancer la technique, et surtout, de donner confiance dans le futur du vol longue distance. C'est aussi durant cette décennie que l'aviation est devenue un véritable symbole de progrès et de modernité, admiré par le grand public et soutenu par les États. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans les années 1930 à 1939. Ce sera une période marquée par des défis encore plus ambitieux, des raids transatlantiques, des records de vitesse et des héros légendaires qui repousseront encore un peu plus les frontières du ciel. À très bientôt!